Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos falar hoje sobre l'histoire de la Tour Eiffel. O objetivo desse podcast é para você treinar mais vocabulário, beleza? Eu vou deixar embaixo o script de texto, você vai acompanhando, beleza? Tive alguma dúvida, alguma coisa, deixa no comentário também, ok? Alors, allons-y avec l'histoire de la Tour Eiffel. L'histoire de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, tout le monde connaît la Tour Eiffel, symbole de Paris et même de la France. Mais combien de personnes connaissent son histoire? Qui connaît sa date de construction ou même sa hauteur exacte? Qui sait qu'au début, cette tour était loin de plaire à tout le monde et qu'elle a même failli être détruite? Le 19e siècle est marqué par un enthousiasme particulier pour le progrès scientifique. À partir de 1951, des expositions universelles sont organisées dans les différents pays industrialisés afin d'exposer les dernières avancées technologiques. Mais les gouvernements s'aperçoivent vite que derrière la technologie, il y a un important intérêt politique dont il serait dommage de ne pas profiter. Les pays qui accueillent l'exposition enseignent au reste du monde son savoir industriel et technologique, mais aussi et surtout son avancée et sa supériorité sur les autres puissances européennes qui règnent alors sur le monde. Ainsi, la France décide d'organiser une exposition universelle à Paris, du 5 mai au 31 octobre 1889. L'année choisie n'est pas innocente puisqu'elle symbolise les centenaires de la Révolution française. Paris sera encore une fois au centre du monde. Pensaient les organisateurs français. Mais personne n'imaginait alors que la Tour Eiffel serait le spectacle principal de cette exposition. En fait, l'idée d'une tour Eiffel, d'une tour géante, n'est pas née avec l'exposition de 1889. En effet, lors de l'exposition universelle de Philadelphie en 1876, les ingénieurs américains Clark et Reeves imaginent un projet d'un tour d'une hauteur totale d'environ 300 mètres. Mais les deux ingénieurs ne trouvent pas les crédits nécessaires et finalement leur projet ne pourra jamais voir le jour. Mais une tour qui pourrait atteindre l'extraordinaire hauteur de 300 mètres de haut reste un défi qui fait rêver les ingénieurs de l'époque. En juin 1884, deux ingénieurs des entreprises Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Noguier, réfléchissent à leur tour à un projet de tour métallique de 300 mètres de haut. Ils espèrent pouvoir en faire le monument principal de l'exposition de 1889. Le 6 juin, très exactement, Maurice Koechlin dessine le tout premier dessin de l'édifice. Le dessin représente un haut pylône de 300 mètres où 4 piliers incurvés se rejoignent au sommet et sont reliés par des plateformes tous le 50 mètres. Quand Gustave Eiffel voit le plan, il ne s'y intéressait pas particulièrement. Il trouve le projet un peu extravagant, mais il laisse cependant les deux ingénieurs poursuivre leurs recherches. Stephen Sauvestre, important architecte des entreprises Eiffel, va finalement aider Maurice Koechlin et Émile Noguier. Il redessine complètement le projet pour lui donner une autre envergure. Il rajoute de lourds pieds en maçonnerie et consolide la tour jusqu'au premier étage grâce à des arcs, réduit le nombre de plateformes de 5 à 2 et il rajoute en haut de la tour un genre de chapeau qui donne à la tour une légère allure de phare. Ce nouveau projet est à nouveau présenté à Gustave Eiffel qui cette fois-ci se montre enthousiasmé. Il est tellement sûr que le projet va devenir un succès qu'il rachète tout le droit de Koechlin et Noguier pour
déterminé pour détenir le droit exclusif sur la future tour. C'est donc finalement parce que Gustave Eiffel a racheté ses droits que la tour s'appelle la Tour Eiffel. En 1886, Gustave Eiffel gagne le concours qui l'autorise à construire sa tour pour l'exposition universelle de 1889. Gustave Eiffel avait prévu 12 mois de travaux. En réalité, il fallut 24 mois de travaux. La phase de construction qui débuta le 28 janvier 1887 s'acheva finalement en mars 1889, juste avant l'ouverture officielle de l'exposition universelle. Le nombre d'ouvriers ne dépasse jamais le 250 car une grande partie du travail se fait dans les usines des entreprises Eiffel à le Voyaux Perret. 50 ingénieurs exécutèrent pendant 2 ans 1300 dessins d'ensemble ou des détails, et chacune des 18 038 pièces en fer possédait son schéma descriptif. Les hommes chargés du montage sont nommés les voltigeurs. En mars 1889, le monument est terminé à temps et il n'y a eu aucun accident mortel parmi les ouvriers. La construction a coûté 1,5 million de francs de plus que prévu et a pris le double de temps que ce qui était initialement prévu dans la Convention de janvier 1887. Mais les difficultés ne sont pas seulement dans la construction. À l'époque, beaucoup de personnes trouvaient que cette tour était très laide. De nombreux artistes se sont farouchement battus contre la construction de la tour, Maupassant, Dumas, fils. Et Gustave Eiffel a dû faire preuve de beaucoup de diplomatie pour finalement pouvoir construire son projet. Le 6 mai 1889, l'exposition universelle ouvre ses portes au public. Alors qu'elle avait été décriée pendant sa construction, la Tour Eiffel connaît pendant l'exposition un succès populaire immédiat. Dès la première semaine, alors que les ascenseurs ne sont pas même encore en service, ce sont 28 922 personnes qui montent à pied en haut du monument. Au final, sur les 32 millions de visiteurs à l'exposition universelle, 2 millions environ visiteront la tour. La tour Eiffel, avec ses 312 mètres, est alors le monument le plus haut du monde et le restera pendant 41 années, jusqu'à 1800-1930 et l'édification des Chrysler Building à New York. Mais une fois l'exposition finie, la curiosité retombe vite et le nombre de visiteurs diminue rapidement. En 1899, il n'y a que 149 580 entrées vendues. Pour relancer l'exploitation commerciale de sa tour, Gustave Eiffel baisse les prix des billets d'entrée, mais cela n'améliore pas la situation. Il faudra atteindre l'exposition universelle de 1900 qui a lieu une nouvelle fois à Paris pour que remonte le nombre d'entrées. À cette occasion, plus d'1 million de tickets seront vendus, ce qui est beaucoup mieux que les autres années, mais encore insuffisant. En effet, les entrées sont 2 fois moins nombreux que pendant l'exposition de 1889, alors que les visiteurs de l'exposition universelle de 1900 sont de nombreux qu'en 1889. Dès 1901, le nombre d'entrées baisse à nouveau et l'avenir de la tour n'est pas assuré. Il est même possible que la tour soit détruite. La situation est donc critique, mais Gustave Eiffel va encore une fois utiliser toute son adresse pour sauver la tour. En fait, il avait déjà imaginé cette situation et il avait un plan. Il savait que la hauteur exceptionnelle et unique de la tour pouvait être très utile à la science.
Il va alors mettre en place de nombreuses expériences scientifiques à partir du haut du monument afin de convaincre les autorités de l'utilité de la tour Eiffel. Il va même financer lui-même certaines de ces expériences. En fait, Gustave Eiffel a eu un peu de chance car c'est justement l'époque du début de la radio et du coup, sa tour va effectivement avoir rapidement une grande utilité. En 1889 est installée une petite station d'observation en haut de la tour Eiffel. En octobre 1898, Eugène Ducretet établit la première liaison téléphonique hertzienne entre la Tour Eiffel et le Panthéon de Paris. En 1903, le capitaine Gustave Ferrier cherche à établir un réseau télégraphique sans fil. Gustave Eiffel soutient à ses frais le projet du capitaine et accepte qu'il installe une antenne au sommet de sa tour. L'expérience se révélera un succès et on sait maintenant à quel point il s'agissait d'une technologie d'avenir. La tour Eiffel a donc bien un potentiel scientifique qui mérite d'être exploité et en 1800 à 1910, les autorités décident de garder définitivement le monument. À partir de 1921, des programmes radio sont régulièrement diffusés depuis la Tour Eiffel et Radio Tour Eiffel, bien connu de Parisiens, sera officiellement inauguré le 6 février 1922. En 1925, la Tour Eiffel sert de cadre au début de la télévision en France. À partir des années 60, le tourisme international des masses commence à se développer, ce qui a des conséquences directes sur le nombre de visiteurs de la tour qui atteint 6 millions d'entrées annuelles. En 1998, obligeant à une rénovation, l'allègement de la structure métallique, peinture nouvelle, ouverture d'un restaurant, nouveau ascenseur, nouveau dispositif d'éclairage. Depuis les années 70, la Tour Eiffel est encore plus populaire. Elle est devenue dans l'esprit collectif mondial un des plus puissants symboles de la France. Le 26 décembre 1978, le premier Paris-Dakar part du Trocadéro au pied de la Tour Eiffel. Par la suite, plusieurs concerts géants sont organisés au pied de la tour. Enfin, un grand nombre de films utilisent les symboles de la Tour Eiffel pour représenter en une seule image Paris ou la France. Alors, vous avez compris l'histoire? Vocês entenderam a história? Veja o texto e deixa no comentário uma palavra nova para você. Ok? Merci beaucoup.